Le soldat de deuxième classe Martin Lefebvre, sa première permission en main, s'apprêtait à franchir le poste de garde quand une voix, qui lui glaça le sang, l'arrêta net. « Soldat, une seconde, venez par ici. » C'était le lieutenant-colonel Didier Dubois, commandant la compagnie de gendarmerie de la division, brassard de la prévôté au bras. Sous la lumière crue du projecteur, la joue et la pommette de Martin laissaient voir des ecchymoses bleuâtres, et sur ses lèvres fendues, une croûte de sang séché s'était formée. Le lieutenant-colonel Dubois fronça les sourcils et demanda d'un ton glacial « Il part en permission et il a un visage pareil? Pourquoi ?» Le visage effrayé, Martin hocha la tête par réflexe. « Ah, ça, je me suis blessé pendant un exercice, mon lieutenant-colonel. » Ce. Mais le regard de Dubois était aussi tranchant qu'une lame. « Un exercice? Non, ça, ce sont des marques de coups. » Sans un mot de plus, le lieutenant-colonel souleva le sac à dos de Martin et l'entraîna presque de force vers les bureaux de la gendarmerie. Sous la lumière blafarde d'un néon usé, il lui tendit un café noir brûlant et dit à voix basse « Ici, c'est la juridiction de la gendarmerie. Racontez-moi tout, sans rien omettre. » Sire, Martin, serrant la tasse à deux mains, finit par éclater en sanglots. Les mots se déversèrent comme un torrent de honte. Les passages à tabac et les humiliations infligées nuit après nuit par le caporal-chef Serge Durand et sa bande, et le nom du chef de section qui avait fermé les yeux sur cette violence. Quand la longue confession prit fin, le lieutenant-colonel Dubois laissa échapper un profond soupir et tapota 2 fois du doigt le coin de son bureau. « Compris. Merci d'avoir tenu bon jusqu'à maintenant, et je vous fais une promesse. Quand vous reviendrez de permission, les salauds qui vous ont fait ça ne seront plus dans cette unité. Alors, profitez de votre repos l'esprit tranquille et revenez. » Cette déclaration glaciale traversa le bureau. Martin, partagé entre la peur et un étrange soulagement, adressa un salut militaire et disparut dans l'obscurité, au-delà du poste de garde. Tandis que le bus qui l'emportait descendait la route sinueuse de montagne, au sein de la division, le pouvoir du commandant de la gendarmerie se mettait en marche, silencieusement mais implacablement. L'extinction des feux avait eu lieu dans toute la caserne, mais les lumières du siège de la gendarmerie restaient allumées. Le lieutenant-colonel Didier Dubois avait convoqué 3 personnes dans une petite salle de briefing pour une réunion improvisée. Le capitaine-chef des opérations, le chef de la section de recherche et le chef de l'équipe d'analyse du renseignement. Dès que la porte se referma, il posa une petite clé USB sur la table. Ceci est l'enregistrement de la caméra de surveillance du poste de garde d'aujourd'hui. Faites un zoom précis sur la séquence où apparaît le soldat Lefebvre. Analysez tout. Son visage, l'angle des ecchymoses, sa démarche. Quantifiez la probabilité de sévice en un chiffre. Le capitaine, chef des opérations, eut un éclair dans le regard. C'est un ordre. La voix de Dubois était basse, mais chargée d'une autorité qui aurait pu arracher ses galons à quiconque aurait osé le contredire. Aussitôt, l'équipe d'analyse du renseignement déploya un tableau de situation. La liste des caméras installées dans les chambrées, aux messes, au foyer et sur les terrains d'entraînement s'afficha sur le vidéoprojecteur et des coches rouges marquant « collecte prioritaire » apparurent en série. Dubois s'adressa au chef d'équipe. La victime n'est qu'un 2e classe. Son visage indique des violences continues depuis au moins 1 mois. Récupérez tous les enregistrements des 2 dernières semaines de la chambrée, du mess et de la salle de sport. Tracez les déplacements. Qui a croisé qui, où et à quelle heure? Compris, mon lieutenant-colonel. Nous aurons aussi besoin d'une analyse forensique des téléphones. Je m'occupe des mandats. Agissez vite. Le chef de la section de recherche rédigeait déjà une première liste de témoins. Les 9 soldats partageant la chambrée de Martin, les soldats de première classe et caporaux juste au-dessus de lui, et l'escouade entière du caporal-chef Serge Durand. À côté des noms, des pastilles de couleur faisaient la distinction. Bleu pour protection prioritaire et rouge pour suspect potentiel ou complicité passive. L'étape suivante était l'interrogatoire. Moins de 30 minutes après l'extinction des feux, une équipe d'infiltration de la gendarmerie, munie de laissez-passer spéciaux, se positionna près des sorties de secours du bâtiment. Les soldats les plus susceptibles d'être des victimes furent appelés discrètement et conduits dans une petite salle d'entretien près des cuisines.
Pendant qu'une tisane chauffait dans une bouilloire électrique, l'enquêteur de la gendarmerie, vêtu d'un simple treillis sans brassard pour paraître plus neutre, s'assit. Nous ne sommes là pour blesser personne. Mais si vous omettez des faits, vous pourriez être considéré comme complice. Suwan, un soldat de première classe, qui le fixait avec des yeux inquiets, fut le premier à parler. Il décrivit comment le caporal-chef Durand, sortant une cigarette de la poche de son treillis, disait « Ce n'est pas du bizutage, c'est de l'éducation ». Comment il imposait sa loi dans la chambrée aux premières heures du jour, après les gardes de nuit, les passages à tabac systématiques. Après les coups, il se vantait. Le chef de section est de notre côté. Le témoignage se propagea comme une tache d'huile. Les pièces du puzzle s'assemblaient. L'équipe de surveillance de la gendarmerie fit décoller 2 petits drones. Le pilote, essuyant la sueur de son front, zooma sur l'écran. Les drones décrivirent des cercles au-dessus du coin fumeur désigné, derrière le bâtiment des chambrées, leurs caméras en action. Près du coin fumeur, dans une poubelle, des compresses et des bandages tachés de sang oxydé apparurent nettement à l'image. Le lieutenant-colonel Dubois, regardant le moniteur, fit un rapide calcul mental. Heure du crime, lieu du crime, tentative de dissimulation, preuve matérielle. Tout était là. Avant même le lever du jour, les sonneries d'appel retentirent pour le chef de section et le commandant d'unité. Le chef de la section de recherche annonça brièvement via l'interphone du bureau administratif. « Présentez-vous immédiatement au bureau d'enquête de la gendarmerie. Tout retard sera signalé à l'échelon supérieur. » Le chef de section, un jeune lieutenant, arriva en courant, les yeux encore gonflés de sommeil et poussant un juron. Mais, en voyant l'expression du lieutenant-colonel Dubois, qui l'attendait au milieu du couloir, il comprit instinctivement que la situation était désespérée. « J'ai eu un rapport mentionnant un recadrage pour maintenir la discipline pendant un exercice. Pourtant, les caméras de surveillance montrent des soldats traînés hors du bâtiment par la porte arrière, nuit après nuit. » Le lieutenant se tordit les mains en bégayant une excuse. « C'est difficile de contrôler les militaires du rang plus ancien. » Contrôler ? Laisser la violence s'installer sans rédiger une seule ligne de rapport, c'est une faute professionnelle grave. D'une voix glaciale, le lieutenant-colonel Dubois se tourna vers son chef d'enquête. Le chef de section et le commandant d'unité sont désormais des suspects. Saisissez leur téléphone immédiatement. Le premier rapport, rédigé à 5h33, alors que le jour se levait à peine, contenait la phrase suivante, surlignée en rouge, « 7 victimes identifiées. Estimation de 17 complices actifs ou passifs. Implication probable du chef de section et du commandant d'unité dans la chaîne de commandement. Preuves vidéo et matériel en cours de sécurisation. Rapport d'urgence au général de division prévu. » L'encre n'était pas encore sèche que le lieutenant-colonel Dubois déclara « Le nom de code de cette opération est nettoyage. On avance sans état d'âme. » Dans le bus pour Paris, assoupi, Martin était à 1000 lieues d'imaginer que la base qu'il retrouverait serait déjà en train d'être entièrement réorganisée. Le lieutenant-colonel Didier Dubois poussa d'un pas décidé la porte en bronze du bureau du général de division. Le général de division Alain Bernard, en veste de combat, parcourait des documents, surpris par cette convocation d'urgence. « De quoi s'agit-il, Dubois ? » « Je viens vous faire mon rapport, mon général. » Le lieutenant-colonel posa le rapport d'une page sur la table. Les mots sévices systématiques, manquement de la chaîne de commandement et sanctions recommandées, surlignés en rouge, agressaient le regard du général. Le chef de section et le commandant d'unité ont le statut de suspect. L'analyse forensique de leur téléphone est en cours et nous avons sécurisé 3 fichiers vidéo de violence. Le visage du général Bernard se durcit. Si nous lançons une enquête officielle sur une affaire pareille, l'honneur de la division. L'honneur doit être préservé. Mais la dissimulation est illégale, trancha Dubois. Profitant du silence du conseiller juridique et du chef de l'inspection, il présenta un autre document. Code de justice militaire, article X, violence commise en service. Directive Y, obligation de signalement de tout acte de bizutage par un supérieur hiérarchique sous peine de sanctions sévères. La main du général, qui tenait un stylo posé sur son genou, se mit à trembler visiblement. S'il hésitait à prendre une décision, c'est lui qui ferait les gros titres de la presse. « Bien, j'autorise l'enquête complète.
Cependant, aucune fuite à l'extérieur. Pour éviter les fuites, nous devons agir encore plus vite en interne, mon général. Isolement de tous les auteurs et complices, relève immédiate des cadres de contact de leurs fonctions et mutation d'office par le chef du personnel. Le général soupira et décrocha le téléphone. « Passez-moi le chef du GON. »« Souga !» À 8-0, dans la salle de commandement, le capitaine commandant l'unité et le lieutenant-chef de section, traînés là sans même avoir eu le temps de mettre leur casque, se virent remettre une convocation pour un conseil de discipline d'urgence. Sur le document, un tampon vert était superposé à un tampon rouge, examen de mutation d'office, urgence. « N'avons-nous même pas le droit de nous expliquer » s'écria le capitaine. Le conseiller juridique lui tendit calmement un résumé du code de procédure pénale. « Vous avez le droit de garder le silence, mais ce sont les gendarmes, et non la police, qui vous passeront les menottes. » Au même moment, le bureau du personnel plaçait le caporal-chef Serge Durand et ses 8 complices sur la liste des transferts prioritaires. Leur destination: des postes de surveillance sur la côte en Guyane, des miradors isolés dans les Alpes, des lieux réputés pour être les pires affectations, tant physiquement que mentalement. À 10-15, au 3e étage du bâtiment des Chambrés, une équipe d'enquête de la gendarmerie, équipée de caméras casques, défonça la porte. Dans les tiroirs des armoires métalliques, des gants de protection épais tachés de sang, une clé USB contenant des vidéos nocturnes et un carnet intitulé « Discipline » furent placés les uns après les autres dans des sacs de preuves scellés. Le chef de l'équipe forensique ouvrit une conversation de groupe sur un téléphone. « Serge Durand. Le petit Martin a besoin d'une leçon ce soir. Un membre de l'unité. J'ai eu le feu vert du chef de section. » L'enquêteur prit une capture d'écran, l'enregistra dans un dossier séparé et sourit. Une leçon. Quel joli mot. Il est temps pour eux de recevoir une leçon de justice militaire. Pendant ce temps, à l'infirmerie, dans une salle de consultation temporaire, les 7 victimes étaient isolées de leur chambrée, conformément au protocole de protection des témoins de la gendarmerie. Un psychologue militaire leur fit passer des tests de dépistage du TSPT. 3 d'entre eux furent classés à haut risque, et un ordre de transfert immédiat vers l'hôpital militaire Percy fut émis. Le lieutenant-colonel Dubois, examinant les résultats, prit une petite note. Soutien thérapeutique continu nécessaire pour toutes les victimes, même après le service. Contactez la cellule Thémis du ministère. À 13h40, de retour au bureau du général, celui-ci montra à Dubois un projet d'ordre du jour spécial. En tant que commandant, j'assume l'entière responsabilité et ordonne une coopération totale avec l'enquête. Mais Dubois secoua respectueusement la tête. Mon général, dans un document officiel, il faut des mesures concrètes de prévention, pas seulement un sens des responsabilités. Enquête approfondie sur le bizutage dans toute la division, formation obligatoire aux droits de l'homme pour tous les militaires et renforcement de la responsabilité des commandants. Si ces 3 lignes manquent, la presse nous déchiquettera à nouveau. Le général resta silencieux un instant, puis prit son stylo et modifia le texte. Compris. À 17h, lors d'une visioconférence avec les commandants, le lieutenant-colonel Dubois diffusa en direct une formation spéciale sur l'éradication du bizutage pour une 30aine de chefs de corps et commandants d'unité. La phrase sur la première diapositive était simple. « La violence n'est pas la discipline. Dell'instanto intente de la justifier. L'armée devient une organisation criminelle. » Un chef de bataillon tapa prudemment dans la fenêtre de discussion. « Est-ce une faute si un commandant n'était pas au courant ?» Dubois répondit immédiatement. « Ne pas savoir, c'est de l'incompétence. Savoir et ne rien faire, c'est de la complicité. Dans les 2 cas, la responsabilité est engagée. » Un froid glacial s'installa dans la visioconférence. Au crépuscule, le camion transportant les 9 coupables quitta la caserne. Leur destination, un terrain d'entraînement avancé où un stage commando de plus de 15 jours venait de commencer. Par l'entrebâillement de la fenêtre du camion, le visage décomposé de Serge Durand disparut. À peu près au même moment, sur le téléphone de Martin, assis à l'arrière d'un bus pour Paris, un court message de l'enquêteur de la gendarmerie arriva. « Repose-toi bien. On s'en occupe, comme promis. » Martin serra son téléphone et se mordit les lèvres. Tandis que les lampadaires de Paris déversaient leur lumière floue, des larmes qu'il ne comprenait pas perlèrent à nouveau au coin de ses yeux.
Le lendemain, l'unité allait être secouée encore plus profondément. Avant 4 heures du matin, l'équipe forensique revint à la salle de situation de la gendarmerie avec les données de téléphone portable et les journaux de connexion des PC des chambrés restaurés pendant la nuit. Les copies seules représentaient plus de 40 go de données, contenant des vidéos de violence partagées sous le nom d'éducation, des photos de mains ensanglantées, postées fièrement juste après les passages à tabac, et des discussions de groupe désignant la cible du jour. Le chef de la section de recherche, parcourant la liste des fichiers, déclara avec assurance: « Avec ça, on peut transmettre directement au procureur militaire. » Didier Dubois tapota légèrement la pile de dossiers. « La transmission au procureur suivra son cours. Mais nous devons faire remonter la responsabilité hiérarchique encore plus haut. Vérifier si l'état-major du régiment a reçu des rapports. » Dès la fin du rassemblement du matin, des gendarmes firent irruption dans le bureau du personnel du régiment. 3 mois de rapports furent extraits du serveur administratif du régiment, et un PDF contenant une courte note fut découvert. Incident soldat Lefebvre, mesure de renforcement de la discipline appliquée, dossier clos. La date du rapport était d'1 semaine auparavant. Dans la case de validation, les signatures électroniques du chef de corps du régiment et de 2 de ses adjoints étaient présentes. Le lieutenant-colonel Dubois appela directement le général de division, lui fit un bref compte-rendu et ajouta une seule phrase. « À partir de maintenant, le chef de corps est également un sujet d'enquête. » Un long silence suivit à l'autre bout du fil. Vers midi, 3 procureurs militaires arrivèrent à la base. Sur un mur de la salle d'interrogatoire, un écran de projection s'alluma et un procureur commença à lire la liste des personnes pour lesquelles un mandat de dépôt était requis. Le caporal-chef Serge Durand et 3 autres meneurs, 5 complices passifs, le chef de section et le commandant d'unité pour non-dénonciation de crime, et le chef de corps pour manquement au devoir, soit total de 12 personnes. Les cellules de la gendarmerie commencèrent à dépasser leur capacité d'accueil et le lieutenant-colonel Dubois ordonna un transfert partiel vers 2 autres prisons militaires de la région. Tandis que les coupables menottés montaient en file indienne, dans un bus militaire, dans les couloirs des chambrés, les nouvelles recrues retenaient leur souffle et baissaient la tête. On entendit quelqu'un murmurer « C'est vraiment fini alors ». Cet après-midi-là, 2 enquêteurs envoyés par la cellule des droits de l'homme du ministère de la Défense furent dépêchés à la division. Ils s'entretinrent avec toutes les victimes, leur firent signer des formulaires de consentement pour un soutien psychologique à long terme et leur expliquèrent le programme de protection des témoins. Un soldat de première classe qui était dans la même chambrée que Martin confia lors de sa déposition. « Au début, je pensais que même avec l'arrivée des gendarmes, rien ne changerait. Mais là, des gens disparaissent pour de vrai. » La conseillère hocha la tête et nota. « Ce que vous avez vu n'est que le début de la procédure. » À la nuit tombée, un message moqueur apparut sur le forum anonyme de la division. « La gendarmerie a fait un coup d'État ou quoi ?» La recherche d'adresse IP révéla que l'auteur était un adjudant du service administratif en mission dans une autre unité. Dubois envoya immédiatement une demande de coopération par le réseau de communication interne au commandant de la gendarmerie de cette unité. « Faites-le se présenter ici demain à 9h. En cas de non-coopération, nous lancerons notre propre enquête. » Le réseau de la gendarmerie était plus petit qu'on ne le pensait, et l'ordre fut exécuté plus rapidement que prévu. Le lendemain, à l'aube, une voix inconnue retentit dans les haut-parleurs de la base. « Tous les militaires devront avoir terminé le nettoyage de leur chambrée avant 7h et se tenir prêts pour une inspection spéciale de la gendarmerie. » Après l'annonce, dans une chambrée, un soldat s'empressa de rassembler des carnets secrets et des disques de films pornographiques pour les jeter par la fenêtre. Dans une autre, quelques caporaux remplirent à la hâte des sacs poubelles. Mais les caméras thermiques des drones de la gendarmerie ne manquèrent même pas la fumée d'un mégot de cigarette. Lorsque l'équipe d'inspection ouvrit la porte, des armes improvisées en forme de gants de protection et des bouteilles de PET remplies d'eau-de-vie sortirent des sacs. Juste avant l'appel, un agent de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, DRSD, se présenta au bureau du général de division. Il posa une enveloppe scellée sur la table. « Nous avons des indices de violation des règles de destruction de documents classifiés au sein de l'état-major. Nous allons enquêter dans le cadre d'un renseignement interne et demandons à être accompagnés par la gendarmerie. »
Sans une once d'hésitation, le lieutenant-colonel Dubois signa l'accord de coopération. Le général de division se leva avec un profond soupir. Dubois, maintenant, il n'y a vraiment plus de retour en arrière possible. Foi. Le lieutenant-colonel esquissa un sourire serein. Il n'y a plus aucune raison de revenir en arrière, mon général, ni de se cacher. Au crépuscule, une convocation d'urgence de tous les militaires eut lieu sur le grand terrain de rassemblement. Le choix du terrain plutôt qu'un amphithéâtre était un message silencieux. Personne ne pouvait se cacher. Debout sur l'estrade, le lieutenant-colonel Dubois prit un mégaphone et parla brièvement. La fausse discipline qui était tolérée dans cette unité prend fin aujourd'hui. Actes de bizutage, violences illégales, travail forcé. Si un seul cas est découvert, non seulement les auteurs et les participants, mais aussi les témoins passifs, qu'ils soient de la même promotion ou plus anciens, seront tous traduits en justice. Regardez les places vides laissées par les coupables et comprenez par vous-même quel est le prix de détourner le regard. C'est un vent glacial balaya le terrain, secouant les cols des treillis. Personne ne put prononcer un mot, tandis que le dernier avertissement résonnant dans les haut-parleurs se répercutait jusqu'aux montagnes lointaines. L'opération de nettoyage implacable de la gendarmerie n'était pas encore terminée. La nuit suivante, alors que Martin passait son 2e jour de permission, un rapport d'urgence du centre de commandement de l'armée de terre apparut sur les écrans de la salle de situation de la Défense à Paris. Début d'enquête sur des actes de bizutage au sein de la XEM Division. Soupçon d'implication de la chaîne de commandement. Le fichier joint portait clairement le nom et le sceau du lieutenant-colonel Didier Dubois. Le sous-chef d'état-major aux ressources humaines, après avoir lu le rapport, appela immédiatement la ligne directe du général commandant la région militaire. Les répercussions pourraient s'étendre à l'ensemble du commandement. Je propose de régler ça discrètement. Mais le général secoua la tête. Régler ça? Si on étouffe l'affaire sans fondement et que la presse s'en mêle, nous serons tous balayés. La gendarmerie a pris les devants, alors suivons la procédure. Mahato. Le problème était que la presse avait déjà flairé l'affaire. Un témoignage anonyme intitulé « Traumatisme chronique pendant l'entraînement » fut posté sur le réseau social d'un journaliste spécialisé dans les questions de défense, et le service de communication de l'état-major des armées passa en mode de crise nocturne. La directive envoyée à la division était courte et claire. En cas de questions externes, répondre uniquement en quête de la gendarmerie en cours et s'abstenir de tout autre commentaire. Le lieutenant-colonel Dubois lut le document avec un léger sourire, puis le passa tranquillement dans une déchiqueteuse avant d'appeler le procureur militaire. Pas besoin de préparer une communication pour la presse. Apportez-moi les mandats de dépôt demain à Dix-0. Le 3e jour, à l'aube, le parquet militaire demanda au tribunal militaire le placement en détention provisoire du chef de corps et du commandant d'unité. Les motifs. Manquement aux responsabilités de commandement, subornation de témoins pour destruction de preuves et fautes professionnelles. Le juge militaire, feuilletant le dossier, demanda « Beaucoup de gens aimeraient que l'affaire s'arrête au niveau du régiment. La gendarmerie est-elle sûre de son coup ?» Le procureur disposa silencieusement sur la table des photos extraites des caméras de surveillance, des retranscriptions de conversations téléphoniques et des clichés des blessures des soldats. Le juge finit par apposer son tampon. Les conséquences de cette affaire, bizutage, dissimulation, perte de confiance dans la hiérarchie, seront ingérables. Le procureur répondit sobrement. Nous sommes déjà en train de les gérer. Saman. Simultanément, les agents de la DRSD firent une descente dans les archives de l'état-major. Parmi les fragments de papier A4 passés à la déchiqueteuse, ils reconstituèrent un projet de directive interne intitulé « Contrôle de la discipline ». Il s'avéra que cette directive avait été diffusée par email par le chef des opérations du régiment après avoir ricané lors d'un pot entre officiers que, de toute façon, ça se terminera avec quelques soldats blessés. Et c'est tout. Lorsque le PDF reconstitué arriva sur le bureau de Dubois, il ajouta immédiatement le chef des opérations à la liste des suspects. L'intention était de graver clairement le message qu'il n'y aurait aucun traitement de faveur pour les officiers. Après-midi, un panneau d'affichage temporaire installé devant le mess de la division présentait 7 mesures spéciales pour l'éradication du bizutage. Installation de caméras de surveillance supplémentaires dans toutes les chambrées d'ici la fin de l'année. Inspection inopinée des chambrées et terrains d'entraînement au moins 3 fois par semaine.
Introduction d'une application de signalement anonyme pour les soldats. Soutien psychologique et juridique garanti à 100% pour les victimes. Pénalisation de 30 points sur la note du supérieur pour toute mutation d'un auteur ou complice. Instauration d'un système de responsabilité des commandants en chaîne. Création d'un groupe de travail permanent conjoint gendarmerie conseiller juridique. Les soldats lisaient les numéros à voix haute en chuchotant et certains caporaux commençaient déjà à envoyer des messages SOS à leurs parents sur leur téléphone. Ce soir-là, à l'intérieur de l'avion de transport militaire en route pour la Guyane, le caporal-chef Serge Durand, menotté jusqu'à la taille sous la garde de la police militaire, roulait des yeux. La rumeur disait que la caserne provisoire de la gendarmerie là-bas était privée d'électricité et de chauffage, mais pour un militaire, c'était l'équivalent d'une destination finale. Un soldat complice assis à côté de lui demanda d'une voix tremblante « Caporal-chef, notre vie est vraiment foutue ?» Serge Durand serra les dents, incapable de répondre. Alors que l'île se rapprochait, le vent marin violent secouait l'appareil. Seul un gendarme, casque sur les oreilles, esquissa un imperceptible sourire. L'unité changeait rapidement de visage. Sur les murs de chaque chambrée, un nouveau slogan fut affiché. « La discipline ne se situe pas au-dessus des droits de l'homme ». Le service du personnel mit immédiatement en place un programme de mentorat pour les nouvelles recrues, non pas un système de parrainage par des anciens, mais un canal de signalement direct des problèmes au chef de section. Le lieutenant-colonel Dubois, regardant son tableau de situation, cocha des cases sur sa liste. Les éléments restants, finalisation de la protection des victimes avant leur retour et confirmation des sanctions de la chaîne de commandement. Il vérifia sa montre. Il restait 36 heures avant le retour de Martin. Un temps largement suffisant, et il lui restait un dernier atout que personne ne pouvait ébranler. L'air de l'aube était glacial comme de la glace fine. Le lieutenant-colonel Didier Dubois, qui comptait nonchalamment les 36 heures restantes, retourna à la salle de situation de la gendarmerie pour assembler la dernière pièce du puzzle. Parmi les journaux de conversation restaurés par l'équipe forensique, un fichier de validation électronique envoyé par les agresseurs à leur chef de section attira son attention. Un plan de renforcement de la discipline par punition collective. Au bout de la ligne de validation figurait le cachet du chef de corps. Sur la forme, c'était une approbation. En réalité, c'était la preuve de l'institutionnalisation de la violence. Dubois transmit le fichier au procureur militaire avec une simple note. Abus d'autorité et complicité de violence en réunion, motif d'inculpation supplémentaire. Au même moment, dans un bâtiment modulaire derrière le terrain de rassemblement, un conseil de discipline d'urgence se tenait. Assis sur le banc des accusés, le jeune lieutenant-chef de section tenta jusqu'au bout de détourner le regard des images filmées par la caméra casque d'un gendarme, avant de baisser la tête, les poings serrés. Je pensais que la violence était une tradition. Cette phrase, qui n'était même pas une excuse, fut suivie par la décision du président du Conseil, qui écrivit de sa main sur la demande de sanction « Révocation de fonction et 30 jours d'arrêt de forteresse ». À côté de lui, le capitaine commandant l'unité fut condamné à 45 jours d'arrêt et 3 mois de suspension de solde pour manquement au devoir. Le chef de corps, un colonel, fut directement placé sous enquête du parquet militaire, tandis que ses adjoints et certains adjudants furent mis en attente d'affectation. C'était le dernier coup de scalpel dans la chaîne de commandement. Vers midi, un véhicule de presse du journal de la Défense s'arrêta devant la porte principale de la division. Le général de division Alain Bernard, debout sur le podium de la salle de conférence de presse, plia le discours qu'il avait préparé. Et, pour la première fois de sa vie devant des caméras, s'inclina profondément. En tant que commandant, j'assume l'entière responsabilité. Je coopérerai pleinement avec l'enquête de la gendarmerie et ferai tout mon possible pour éradiquer le bizutage. Dieu. Lors des questions-réponses, un journaliste demanda si le chef de section et le chef de corps étaient en détention. Le général prit une inspiration, puis tourna la tête vers le lieutenant-colonel Dubois. Celui-ci s'avança à sa place devant le micro. Le tribunal militaire a délivré les mandats de dépôt ce matin à l'aube. Les accusés sont actuellement en détention, et tout autre complice, quel que soit son rang, sera traité conformément à la procédure légale. Ah ou? Les flashs des appareils photo crépitèrent, mais l'expression de Dubois resta inchangée. Cet après-midi-là,
Un atelier fut organisé pour tous les militaires par visioconférence, chambrée par chambrée. Le chef de la section de recherche de la gendarmerie diffusa des enregistrements audio anonymes de témoignages sur le bizutage, suivis d'une interview vidéo d'un ancien militaire souffrant de TSPT. Les visages des soldats derrière les écrans se figèrent. La violence n'est pas une tradition, c'est un crime. La passivité est une forme de complicité. La phrase sur la dernière diapositive remplit les écrans de télévision des chambrées. Pendant les 10 minutes de questions-réponses allouées à chacun, des nouvelles recrues, qui d'habitude n'osaient pas piper mot, posèrent des questions sur l'utilisation de l'application de signalement et les procédures de protection après une consultation psychologique. L'atmosphère, bien que tendue, évoluait pour la première fois non pas vers le silence, mais vers la ventilation. Au crépuscule, la gendarmerie transféra les victimes dans des locaux protégés et leur fournit un ensemble de treillis neufs. Sur le lit vide de Martin, on avait déposé un uniforme neuf et impeccablement repassé, une nouvelle gamelle et un manuel des droits du soldat. À l'intérieur du col de la veste, une courte note était écrite de la main du lieutenant-colonel Dubois. « À ton retour ici, tu n'auras plus à cacher tes blessures. » L'encre de ces mots n'était pas encore sèche que Dubois apposa sa dernière signature sur l'ordre de mutation de tous les complices. À côté du nom de chaque personne figurait le nom de la base en Outre-mer et un horaire de départ immédiat. La confirmation de l'affectation des camions était déjà tamponnée. La dernière nuit venue, la tension qui régnait dans toute la base se transforma en un silence calme. Entre les lumières tamisées des chambrées, seuls les pas réguliers des patrouilles de la gendarmerie résonnaient. Dans les couloirs où le bizutage avait fait rage, les enquêteurs avec leurs sacs de preuves avaient été remplacés par de nouveaux chefs de groupe qui, vérifiant la liste des victimes, s'asseyaient au bout des lits pour tenter de discuter. « Si ça ne va pas, signale immédiatement. Les coupables ne sont plus là. » Les nouvelles recrues répondaient d'une voix mal assurée, compris, mais elles comprenaient parfaitement le poids de ces mots. La veille de son retour de permission, à l'aube, le lieutenant-colonel Dubois reçut le rapport final de transfert du chef du personnel. Dès que la radio confirma que le dernier camion transportant les coupables avait franchi le poste de contrôle avancé, il posa sa tasse de café et s'avança vers l'obscurité de la fenêtre. Au loin, dans le ciel, la première étoile du matin brillait faiblement, et il murmura pour lui-même « Il est temps que Martin revienne ». Et il régla silencieusement sa montre. Il restait exactement 11h42 avant son retour. L'unité était prête. La dernière nuit de sa permission, Martin monta dans le dernier bus pour la base depuis la gare de Lyon à Paris. Alors que l'aube grise se répandait à travers la vitre, le bus militaire s'arrêta devant l'entrée principale de la division. Le gendarme de garde au poste était un visage qu'il n'avait jamais vu, et sa posture était si droite qu'on aurait dit qu'il venait de terminer sa formation. Lorsque Martin lui tendit sa permission, le gendarme lui adressa un salut militaire et dit à voix basse « Reposez-vous bien, soldat. Bienvenue pour votre retour en toute sécurité. » C'était une salutation brève, mais l'utilisation du vouvoiement était quelque chose d'inimaginable auparavant. En descendant devant sa chambrée, Martin remarqua que même la plaque de porte avait changé. Sous le panneau « Uner section, 3e groupe », une nouvelle étiquette verte indiquait « Zone de protection des nouvelles recrues ». Il ouvrit la porte et vit que le lit du caporal-chef Serge Durand était vide. 2 nouvelles recrues étaient en train de déplier de nouveaux matelas. Leurs regards se croisèrent et ils inclinèrent la tête avec un sourire maladroit mais amical. « Ah, vous voilà, mon caporal. » 10 jours plus tôt, le mot « caporal » était un code pour la violence. Maintenant, il avait une chaleur étrange. Le nouveau chef de groupe était un sergent fraîchement muté. Il appela Martin et lui remit un manuel des droits de l'homme et une carte de gestion de crise. C'est un document obligatoire pour tous les soldats. Si tu as un problème, scanne le QR code et signale-le directement. Après que le sergent fut parti, Martin découvrit dans son armoire un treillis impeccablement plié et une lettre manuscrite. « Bienvenue. La promesse a été tenue. Didier Dubois. » L'écriture était nette, et l'encre, comme si elle n'était pas tout à fait sèche, brillait encore. À DIC 0, une réunion de vérification finale du protocole de protection des victimes se tint à la salle de situation de la gendarmerie. Le procureur militaire,
Le psychologue et l'enquêteur du Centre des droits de l'homme s'assirent à la même table pour ajuster le calendrier de protection des témoignages. Pour Martin, des séances de psychothérapie 2 fois par semaine, des entretiens avec un avocat 1 fois par mois et même une ligne d'appel pour un suivi après son service furent mis en place. Le lieutenant-colonel Dubois signa la dernière case du procès verbal et déclara « Leur coller l'étiquette de victime est une autre forme de violence. Ce programme sera étendu à toute la division dans les 6 mois. » Juste avant la sonnerie du déjeuner, une discussion impromptue sur la prévention de la récidive de la violence eut lieu dans chaque chambrée. Ce n'étaient pas les anciens qui menaient la discussion, mais l'adjudant d'unité et un médecin militaire psychiatre. « Pour que la violence ne revienne pas, nous devons tous changer cette culture du silence, » dit le médecin d'une voix posée. Les soldats le regardèrent. Certains détournaient encore subtilement le regard, mais au moins, on n'entendait aucun rire étouffé. L'après-midi, un drone de la gendarmerie survola à nouveau les chambrées. Cette fois, ce n'était pas pour surveiller, mais pour afficher en temps réel sur un écran LED les résultats de l'inspection. Fumée en dehors des zones autorisées et possession d'objets illégaux. 0 cas détecté. Le point rouge du drone flottait solitairement au-dessus des nouvelles recrues qui revenaient de leur entraînement physique. Quelqu'un sourit et dit « C'est étrange de se sentir en sécurité en étant surveillé par un drone. » Au crépuscule, Martin fut convoqué au bureau du chef de section. Le nouveau lieutenant se leva pour recevoir son salut. « J'ai lu le rapport. Ce que tu as vécu est un passé que l'armée ne doit absolument jamais répéter. » Paix. Il marqua une pause, puis posa sur le bureau une partie du dossier d'enquête. « Ton témoignage a déjà été soumis au tribunal. Ce qui reste, c'est que tu termines ton service en toute sécurité. » Martin hocha la tête et le lieutenant lui tendit une enveloppe. Elle contenait les profils des nouvelles recrues qui seraient affectées sous ses ordres et une liste de contrôle pour le mentorat. Maintenant, la vie militaire que tu dois montrer en tant qu'ancien n'est pas la violence, mais la camaraderie. Tes successeurs ne doivent pas connaître la peur que tu as vécue. Pendant un court instant, son cœur se serra. Le poids de la responsabilité était bien plus lourd que celui de la violence. À l'heure de l'appel du soir, l'ordre du jour spécial du général de division fut lu dans les haut-parleurs du terrain de rassemblement. Notre division renforce le système de responsabilité hiérarchique pour éradiquer le bizutage et place les droits des militaires au premier rang de ses valeurs. Les témoins passifs seront également sévèrement punis. La voix du sous-officier de gendarmerie chargé de la lecture était puissante, et les soldats en rang levèrent la tête. L'air était sec. Mais cette sécheresse était différente de l'atmosphère meurtrière d'avant. Les chefs de groupe, dès la fin, retournèrent dans leur chambrée pour un bref débriefing. Souvenez-vous de cette scène. Nous sommes en train de changer. À l'approche de la relève de la garde, Martin, assis sur son lit, défit les lacets de ses rangers durcis. Sur sa cheville gauche, la cicatrice laissée par la botte d'un agresseur était encore visible. Il la fixa un long moment. Mais ce qui résonnait dans ses oreilles n'était pas le ricanement de Serge Durand, mais le vouvoiement respectueux du gendarme au poste de garde. « Bienvenue pour votre retour. » Les lumières de la chambrée s'éteignirent, et la patrouille de gendarmerie passa dans le couloir en étouffant le bruit de ses pas. Dans ce silence, pour la première fois, Martin ferma les yeux avec la certitude que demain serait un peu différent. Alors que les étoiles de l'aube disparaissaient et que le jour se levait, à l'intérieur de la tente du tribunal militaire temporaire, installé au milieu du complexe sportif de la division, les néons grésillaient déjà. Le chef de corps, le commandant d'unité, le chef de section et les 4 meneurs de la bande de Serge Durand attendaient leur tour, en tenue de détenus. Lorsque l'horloge murale indiqua 7-0, le juge militaire déclara l'audience ouverte d'une voix posée. L'acte d'accusation fut lu par le procureur militaire lui-même. Les charges, coups et blessures, extorsion, violence, abus d'autorité, manquement au devoir, violation des responsabilités de commandement. La liste des crimes graves semblait interminable, et les visages sur le banc des accusés devinrent blancs comme des linges. Le verdict tomba plus vite que prévu. Les 4 meneurs de la bande de Serge Durand, peine de 2 à 3 ans de prison ferme. Les 5 complices, peine de prison avec sursis. Le chef de section, 1 an et 6 mois de prison. Le commandant d'unité, 2 ans de prison avec sursis de 3 ans. Le chef de corps,
2 ans de prison et révocation de l'armée. Tandis que les accusés étaient emmenés, le bruit métallique de leurs menottes se mêlant aux acclamations étouffées des soldats rassemblés derrière les barrières du terrain de sport. Certains se firent un signe de l'œil, mimant avec leurs lèvres. « C'est vraiment fini !» À cet instant, le lieutenant-colonel Didier Dubois, avec une expression neutre, presque impassible, jeta un unique regard au fourgon cellulaire avant de tourner les talons. La tâche qui lui restait n'était pas la punition, mais la reconstruction. À 9h, un avis pour une formation supplémentaire sur les droits de l'homme fut affiché dans le couloir des chambrées. Cette fois, elle était destinée aux cadres. Sous le titre, une petite phrase « La passivité n'est pas du commandement ». Dans la salle de réunion des cadres, le nouveau chef de bataillon, fraîchement arrivé, posa une question directe à la quarantaine d'officiers et de sous-officiers présents. Parmi vous, qui se plaint en ce moment de l'effondrement du système des anciens? Qu'il se dénonce immédiatement. Si vous n'avez pas la confiance nécessaire pour maintenir la discipline sans violence dans cette unité, vous pouvez déposer une demande de mutation au bureau du personnel dès aujourd'hui. Seul le silence lui répondit. Au lieu d'un sourire désabusé, il referma son dossier en disant « Alors, commençons ». Juste après le déjeuner, à la salle de situation de la gendarmerie, les enquêteurs surchargés de travail finalisèrent leur dernier rapport. Le titre « Bilan de la première semaine de mise en œuvre des mesures globales de lutte contre le bizutage ». À côté de la liste de contrôle, on pouvait lire clairement « Taux d'achèvement, 94%. L'un des 2 points en suspens étant une réunion d'information pour les familles des victimes, Dubois demanda immédiatement une autorisation de sécurité pour accéder à la liste de contacts des parents. Une invitation à un briefing sur l'état de la protection des soldats fut envoyée à la mère de Martin, et la même lettre fut expédiée aux familles des autres victimes. Il était prêt cette fois à répondre correctement, même après avoir entendu que l'armée n'avait pas réussi à protéger leurs enfants. Ce soir-là, pour sa première soirée après son retour, Martin emmena 2 nouvelles recrues à la salle de sport. Sous la barre de traction familière, ce n'était pas un ancien, mais un conseiller en droit de l'homme qui expliquait comment utiliser un rouleau de massage. Une des recrues, le visage embarrassé, demanda « Mon caporal, on a le droit de s'entraîner comme ça ?» Martin lui tapota l'épaule. « Le fait que notre unité change signifie que tu as le droit de poser ce genre de questions. » Non. Ce n'est qu'après avoir parlé que Martin réalisa qu'un sourire s'était dessiné sur ses lèvres sans qu'il s'en rende compte. Avant la relève de la garde, la télévision de la chambrée diffusait les dernières nouvelles d'une chaîne d'information. La XEM Division, unité pilote dans la lutte contre le bizutage, le ministère de la Défense envisage une extension à toutes les armées. En bas de l'écran, le nom du commandant de la gendarmerie de la division apparut brièvement en sous-titre. Martin se redressa silencieusement et plia sa couverture. La lumière des lampadaires à l'extérieur ne semblait pas avoir changé, mais le manuel des droits dans la poche de son treillis lui paraissait lourd. Il posa la paume de sa main sur la vitre et effleura la légère cicatrice qui s'y trouvait. Et il murmura pour lui-même « Demain, c'est vraiment différent. » Fin juin, alors qu'une brise de printemps encore un peu fraîche soufflait, chose rare, tous les soldats et cadres de la division étaient rassemblés sur le terrain de rassemblement. C'était la cérémonie de certification en tant que unité d'excellence pour les droits de l'homme dans les armées, et le ministre de la Défense lui-même était présent. Depuis l'estrade, le ministre appela le commandant de la gendarmerie, le colonel Didier Dubois, promu 1 mois plus tôt, et les 3000 militaires présents lui adressèrent un salut collectif. Cette unité est un modèle, ayant éradiqué la violence et transformé le respect des droits de l'homme en une force de combat. La voix du ministre résonna dans les haut-parleurs. Au premier rang, le caporal-chef Martin Lefebvre, portant une écharpe distinctive, serra les poings, les paumes moites. Il n'était plus une victime, mais portait l'insigne de soldat précurseur de l'engagement pour les droits de l'homme. Après la cérémonie, le colonel Dubois appela discrètement Martin derrière le bâtiment administratif. Au milieu d'une pluie de confettis, les 2 hommes regardèrent en direction du poste de garde où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Le colonel lui tendit un coffret en métal. À l'intérieur, une petite plaque commémorative et une lettre manuscrite. Aucune armée ne peut être parfaite. Mais il suffit d'une seule personne pour briser le cycle de l'inacceptable et initier le changement. Ton courage fut cette personne.
Les souvenirs de cette année intense traversèrent l'esprit de Martin, et ses yeux s'embuèrent, mais il répondit par un salut. « Merci de m'avoir protégé, mon colonel. Et maintenant, c'est à mon tour de protéger. » Ça, 2 mois plus tard, Martin, en permission, retourna chez lui. À la télévision du salon, une campagne de service public produite par le ministère de la Défense sur l'amélioration des droits de l'homme dans l'armée était diffusée. La voix off déclarait que le courage d'un soldat avait changé l'armée. À côté de lui, sa mère, les larmes aux yeux, ne dit pas « Je suis fier de toi », mais lui prit silencieusement la main. Martin caressa un instant la cicatrice sur son poignet. Le souvenir douloureux restait, mais la cicatrice n'était plus une honte. Pendant ce temps, Serge Durand et sa bande, incarcérés pour bizutage, furent affectés à leur premier programme de réinsertion sociale en prison militaire. On raconte qu'à sa famille venue lui rendre visite, il aurait dit en sanglotant « La discipline que j'ai détruite a finalement détruit ma propre vie. » Leur histoire fut éditée en tant que matériel de formation pour les cadres et distribuée dans toutes les armées. 1 an plus tard, le colonel Dubois fut muté à la tête de l'inspection des droits de l'homme du ministère de la Défense. Le jour de son départ, à l'aube, il sortit à pied par le poste de garde. Au loin, un soldat de faction, en le voyant, se redressa et cria « À vos ordres, mon colonel, bonne route !» Dans cette voix, quelque part, le colonel Dubois entendit non pas le tremblement du premier salut de Martin, mais une résonance pleine de force. Il répondit doucement « Oui, l'armée a changé, et elle continuera de changer. » Le soleil commençait à peine à se lever, et le portail en fer se referma lentement derrière lui. Comme ce portail avait été le début, une nuit lointaine, cette fois ce n'était pas une fin, mais une nouvelle ligne de départ vers un avenir meilleur.